Comment des voix peuvent-elles nous émouvoir de la sorte? Celle de la Calas dans la Norma, de la chanteuse Adèle, de Grand Corps Malade ou d'Édith Piaf. Chaque voix est unique, rassurante, inquiétante, manipulatrice ou généreuse. 8 milliards d'êtres humains, 8 milliards de voix. Jean Abitbol, bonjour. Vous êtes médecin ORL, pionnier de la chirurgie au laser des cordes vocales. Vous êtes mondialement connu comme un spécialiste de la voix. Vous avez soigné et vous soignez des stars dont la voix est si précieuse, celle de Céline Dion, de Charles Aznavour, de Johnny Hallyday, mais aussi des hommes politiques, des avocats, des professeurs ou des instituteurs. La voix est votre passion et c'est ce que l'on réalise en lisant votre livre, publié chez Grasset, Les voix de notre vie. Alors avant d'entrer plus en avant dans la découverte de ce monde fascinant des voix, j'aimerais que l'on fasse un peu plus ample connaissance avec vous, Jean Abitbol. Avant de devenir spécialiste de la voix, vous avez eu une expérience de médecin de famille à la campagne. Une expérience qui a été courte mais déterminante dans votre vie. Vous pouvez nous raconter ? J'étais externe des hôpitaux puis interne. Et à ce moment-là, on a eu un enfant. À ce moment-là, il fallait que je gagne ma vie. Quand j'ai été nommé interne, après il y avait l'armée. Moi, je fais partie des gens qui ont fait l'armée. Et on m'a proposé de remplacer quelqu'un à côté de province. C'est à Donne-Marie-Dontilly, pour être tout à fait précis. C'est à 20 km de Bray-sur-Seine. Et j'y suis allé tranquillement pendant 10 jours. Mais je vais vous raconter quelque chose qui n'est pas dans le livre. Quelqu'un m'appelle 2 ans après, donc j'allais à Noël, j'allais pendant les grandes vacances, j'allais à Pâques, et donc j'ai passé pendant 6 ans mes vacances à la campagne, mais comme médecin de campagne. Médecin de famille. Le plus beau métier du monde. Le plus beau métier du monde. Parce que vous rentrez chez les gens, ils vous invitent à prendre un café quand il est 8 heures du matin. À midi, tu voulais un petit apéro, docteur? Non, ça va. À 5 heures du soir, écoutez, vous n'avez pas pris de café. Deuxième chose, c'est que cette intimité font que, comme on dit aujourd'hui, il y a un lâcher-prise. Ils vous racontent des choses qu'ils ne vous racontent pas. Vous voyez le chien, on dit, tiens, comment il s'appelle votre chien? Ah, il y a longtemps que vous l'avez? Et cette possibilité de relation absolument en dehors de la maladie est impérative. Quand je serre la main de quelqu'un, des vibrations passent. Ces vibrations font que je sais oui ou non s'il y a un problème relativement grave ou pas, aussi incroyable que ça paraisse. Et ce médecin, il s'appelait le docteur Charlie Presgurvic à l'époque. Il était vieux, il avait 52 ans, c'était un vieux. Oui. Moi, j'en avais 22, à peine 23. Et je le remplace pendant 8 jours. Et à ce moment-là, je découvre la médecine, la vraie médecine. Et il me dit, tu vois, là, tu vas voir les gens et tu vas voir ce que c'est. Et puis, bien évidemment, vous êtes jeune. Vous venez de passer l'internat. 1 an après, vous êtes en plein concours. Il y avait des gens qui avaient 15-10 de tension. Je donnais un traitement. Et le patient me disait, non, il n'y a pas de traitement. Je dis, si, mais vous savez, on change aujourd'hui. Puis il vient me dire, à la fin, il me convoque 15 jours après, très gentiment, avec ça j'ai pu payer ma première voiture. Il me convoque et me dit, tu as changé mes traitements? Je dis, oui, monsieur. Il me dit, on se tutoie? Je dis, oui. Il me dit, écoute, je vais bien te reprendre, mais tu suis les traitements que je te donne. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Les livres, c'est pour ta connaissance. La vraie médecine, c'est pour ta passion de médecine. Et donc, il voulait vous dire, mets-toi à l'écoute de la personne que tu rencontres. Exactement. Être à l'écoute de cette personne, mais prendre en compte que personne n'est pareil. Que 12-8 chez un patient, en point de vue pression artérielle, c'est pas 15-10 chez un autre patient, mais ça peut être paradoxalement la même chose. Et alors, comment êtes-vous passé de cette médecine qui semble vous fasciner, cette médecine de proximité, de médecin de famille, au spécialiste de la voix que vous êtes aujourd'hui? Parce que vous êtes quand même, ce qu'on peut dire, un professionnel de la voix, un spécialiste. Alors, je commençais cette anecdote, c'est 2 ans après, je reçois un coup de fil, le soir de Noël, vers 4 heures du matin, en me disant, voilà, allô, oui, la petite, elle a 42 fièvres, je dis, descendez là, allumez le feu de cheminée, parce que c'était dans une ferme, et j'arrive. Et mon épouse me dit, mais t'as même pas le nom. Et je lui aurais pas dit ça à l'époque, parce que ça n'existait pas. Je lui ai dit, je sais où c'est. Mais aujourd'hui, j'aurais dit, sa voix était mon GPS. Vous avez reconnu la voix de la personne? Dans la minute. Je vais vous donner un contre-exemple. Si je vous fais pop-pop-pop-pam, pop-pop-pop-pam, j'ai mis 3 secondes. Vous avez reconnu la 5e de Beethoven. C'est pareil. Là. Vous voulez dire par là que toute voix est unique et que si on sait vraiment écouter, on reconnaît
8 milliards d'individus, 8 milliards de voix différentes. Mais si vous n'avez pas de spiritualité, vous ne pouvez pas l'écouter. Alors ça... Vous l'entendez, mais vous ne l'écoutez pas. Alors qu'est-ce que vous voulez Parce dire que la par voix, là? J'y arrive. La voix, c'est ce que vous entendez. Mais dans une belle voix, il faut qu'elle soit sincère et authentique. Il y a un rythme, il y a une respiration, il y a des ruptures, il y a des passions, il y a des dépressions, il y a du burn-out. Si vous savez décrypter la voix, quand vous avez quelqu'un devant vous, en quelques secondes, vous avez ce que j'appelle la spiritualité de la voix. Non, si vous êtes quelqu'un de concret et sans spiritualité, ah oui, il est à 220 Hertz, magnifique. Il a un quart de seconde de silence, magnifique. Mais c'est pas ça une belle voix. Quand j'entends un chanteur, quand j'entends un comédien, si en sortant je dis il a une très belle technique, c'est que je me suis ennuyé. On ne dit pas d'un virtuose au violon, oh quelle technique. Mais si je sors et que j'ai plein d'émotions, c'est une belle voix. Donc vous voulez dire, Jean Abitbol, que la voix est plus qu'une carte d'identité, elle est vraiment la représentation de l'être profond que nous sommes? C'est beau ce que vous dites. Je vais être franc avec vous, j'y ai pas pensé. C'est effectivement une carte d'identité, la voix, mais c'est plus que cela. C'est une carte d'identité par rapport à l'autre, mais c'est une prise en compte de sa propre connaissance de soi-même. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs c'est un chapitre du livre qui s'appelle la voix intérieure. Et dans les voix de notre vie, c'est pas la voix, c'est les voix qui nous amènent dans notre vie. Ces voix nous accompagnent, nous interrogent. Et quand vous commencez à vous parler avec vous-même, eh bien oui, très belle question, c'est l'identité par rapport aux autres, mais c'est également la sincérité par rapport à vous-même. Quand quelqu'un parle, s'il n'est pas sincère, s'il joue à être ce qu'il a envie d'être et pas ce qu'il est vraiment, sa voix est fausse, quelque part. Il est faux, mais lui-même, il a triché. Et lui-même, quelque part, ça va être dramatique. Mais je vais aller plus loin. Dans la religion judéo-chrétienne, on va prendre la religion chrétienne. C'est extraordinaire. Quand vous êtes là, en train de vous confesser, vous ne voyez pas l'autre. Vous entendez sa voix qui dit 2 mots. Mais vous-même, il vous écoute et il n'entend qu'une voix. La voix est quelque chose qui, lorsqu'elle n'est pas masquée par le visage, va vous parler, mais va vous révéler. La voix révèle, le regard écoute. Visage, l'expression de l'être. Docteur Jean Abitbol, avant de vous lire dans ce livre, Les voix de notre vie, je me suis dit, un grand chirurgien, un grand scientifique, il va me parler de manière très scientifique de la voix. Puis en vous lisant, j'ai été sidéré de la place que vous donnez à l'intériorité et à la spiritualité. Alors, je disais que j'avais envie de vous connaître un peu. Abitbol, tout de suite, c'est un nom juif, un juif séfarade. Oui. Ça veut même dire, j'ai fait des recherches étymologiques, c'est l'homme au tambourin. Oui, c'est le tambourineur qui donne les nouvelles dans le village. Qui donne les nouvelles dans le village. Qui tape, vous savez, le tambour majeur qui arrive. Écoutez, bonne jambe, c'est ça. Donc la voix, déjà. La voix était déjà là, peut-être de mes ancêtres. Mais j'y crois beaucoup. Parce que la voix, elle est née dans votre passé. Pas seulement le passé de vos parents, mais de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. C'est une racine. Parce qu'à partir de cette racine, elle va baigner dans un timbre de voix qui est votre culture, mais qui, dans le présent, parce que quand je parle, je suis au présent, dès que j'ai fini de parler, c'est fini, mais elle vous donne cette possibilité de transmission dans le futur. Et même si chaque voix est unique, on voit bien, il y a des parentés. Il y a des fils qui parlent un peu comme leur père, des filles qui parlent comme leur mère, mais avec leur identité propre. Tout à fait. Mais il y a des parentés. Bien sûr, il y a une sorte de généalogie dans les voix aussi. Absolument. C'est-à-dire que dans une voix, lorsque 2 personnes lisent, on va prendre un exemple très concret. On va lire la Bible. On va lire l'Exode. On est tous les 2 en train de le lire. Et vous allez me dire, ça je comprends pas. Ah oui, moi je comprends, voilà. Donc 2 voix qui se rencontrent vont créer une 3e créativité incroyable, qui est la source de notre culture et la source de notre sincérité, de notre authenticité. Mais 2 personnes, moi je lis un livre, c'est une solitude. L'écrivain était seul, c'est 2 solitudes qui se rencontrent. La spiritualité tient une grande place dans votre vie. Vous êtes juif, pratiquant. Pas vraiment pratiquant, les 3, ce qu'on fait Yom Kippour, le Nouvel An qu'on appelle Rosh Hashanah, et puis bien évidemment Pâques, et comme certains catholiques ou chrétiens qui vont à l'église que lors de leur grande fête. Mais ce qui est très fort dans cette religion judéo-chrétienne, c'est que quand on comprend et qu'on lit vraiment entre les mots, j'allais dire, dans les silences, et je vous raconterai après une anecdote sur les silences, incroyable, avec Peter Brook, eh bien quand on comprend ces silences, la voix
dans la religion judéo-chrétienne, est une évolution. Il y a un commencement. Au début, selon Saint Jean, le mot, la Au voix commencement était le Verbe. Voilà. Et dans la Genèse ça, aussi. Et dans la Genèse, donc ça c'est le dit Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, pareil, Dieu a dit, donc il y a une voix. Que la lumière soit. Mais Dieu doit dire d'abord pour Voilà. que la lumière soit. Et pour La place de la parole. On va aller plus loin. C'est que quelqu'un qui existe, il n'existe que parce qu'on l'a nommé. Preuve en est le baptême. Donner un nom. L'enfant, il est là, mais en Grèce, dans la religion orthodoxe, on les baptise à 2 ans. Pourquoi ? Parce que jusque-là, souvent, beaucoup de nouveau-nés mouraient. Et on ne voulait pas avoir le deuil. Sinon, on fait un deuil. Mais vous allez me dire, ce que je ne mets pas dans le livre, parce que je ne pouvais pas tout mettre, mais alors, un fœtus, on ne l'a pas nommé. C'est la différence entre la vie et la voix qui va être transmise. La vie et l'existence d'un homme qui lui-même doit créer une transmission. Le baptême, chez nous, sa circoncision à ce moment-là, eh bien oui, on a une mission dès qu'on a été baptisé, dès qu'on a été, entre guillemets, dans cette religion juive. Mais être juif, c'est également une identité. Parce que vous avez des juifs que je connais qui sont athées, c'est dingue, mais ils vous disent, bon, c'est pas grave, on fera quand même une prière quand je serai mort. Vous avez parlé du fœtus. Oui. Vous dites dans votre livre que le fœtus a besoin d'entendre des voix. Oui, pour ça que de toute façon, il entend la voix de sa mère, c'est pour ça et que je c'est voulais très important. absolument faire ce petit trait d'union entre nommer les gens et les faire exister par un nom. Et puis que se passe-t-il alors pour le fœtus ? Ben, c'est la vie. Mais cette vie va être alimentée par quoi ? Par des vibrations. Mais comment ? Vous étiez, moi aussi, dans le ventre de notre maman. Dans le ventre de ma maman, eh bien, il y avait des liquide amniotique. Et ceux qui nous écoutent, c'est pareil. Tout être humain. C'est le cordon ombilical, finalement. Mais la vibration de la maman qui parle, qui va chanter, qui va écouter de la musique, qui est heureuse de porter cet enfant. Il y a une positivité avec des hormones qu'on appelle la dopamine et l'ocytocine qui passent chez le fœtus par le cordon ombilical. Incroyable. Et bien, si on fait une IRM fonctionnelle, qui a été faite de mes équipes à Paris, remarquable, l'équipe de Dehaene, remarquable, on fait des IRM fonctionnelles chez le tout petit qui a 7 mois, 8 mois dans le ventre de sa maman. Déjà, la région du langage est développée. Mais chez une maman dépressive, qui n'écoute rien, qui est malheureuse, eh bien, il y a un retard. Donc, l'impact déjà au niveau cérébral, un impact de la voix sur le développement du tout petit et du fœtus. Développement du fœtus qui a besoin d'entendre sa mère, qui a besoin d'entendre son père. Hein. Vous conseillez les pères de s'approcher du ventre bien sûr, et de parler au bien sûr, fœtus. Mais on va prendre un autre exemple. Au moment où le petit va naître, que se passe-t-il ? Si effectivement, ce sont des enfants, hélas, orphelins, parce que la maman est décédée au moment d'accouchement, ça existe, ou qui sont délaissés. Eh bien, le joyau familial, c'est le couple qui, entre l'âge de 1 jour et l'âge de 5 ans, va permettre le développement de ce tout petit homme. En lui parlant. En lui parlant. Et preuve en est, qu'est-ce qu'il va parler comme langue ? Est-ce qu'il va parler latin ? Est-ce qu'il va parler germanique ? Est-ce qu'il va parler araméen ou hébreu ? Est-ce qu'il va parler français ? Un fou, qui s'appelait Frédéric II, roi de Prusse, complètement dingue. En 1205, donc c'est pas aujourd'hui, aujourd'hui ce serait interdit, il a dit voilà, les serfs de mon domaine, on va prendre leur enfant dès qu'il va naître, entre l'âge de 1 jour et l'âge de 10 jours, on va les isoler pendant une période de 3-4 ans. Mais chacun aura une nurse différente. Et chacun de ces enfants n'entendra pas la voix. On va leur donner à manger, c'est tout. On ne leur parlera pas. Rien, pas un mot, pas un animal, rien. Et ils sont pratiquement, entre guillemets, enfermés. En fait, il voulait retrouver le langage universel, c'est ça, le langage originel. Exactement, originel. Originel, c'est vraiment le terme. Ben, ces enfants à l'âge de 4 ans, ils parlent pas. Quand on les sort de là, on leur demande de dire quelques mots, ils en connaissent aucun. Mais ils sont tous morts débiles profonds à l'âge de 12 ans. Il ne connaît que 54 à 60 mois à ce moment-là. Il y a un film magnifique de Truffaut qui s'appelle L'Enfant sauvage, qui a démontré, là, Itard, qui était le médecin, il a montré, il est mort à 27 ans. Mais débile profond, c'est-à-dire que la voix, pourquoi ? Est-ce que la voix rend intelligent ? Bien sûr que oui. Pourquoi ? Il y a un mot-clé chez l'être humain. C'est la stimulation.
Pareil pour les plantes, j'en parle dans le livre. Pareil pour les animaux, comme le chien que vous adorez, vous le stimulez pas, le regard, vous lui parlez, il va comprendre. C'est la stimulation de l'autre qui fait qu'un être vivant va se sentir vivant. Et c'est ce qui se passe, hélas, chez les gens à la retraite, quand on les isole dans des maisons, que personne ne leur parle, ils meurent pas de vieillesse, ils meurent parce qu'on les a délaissés. Jean Abitbol, pour les enfants de couples de langues différentes, oui. Que se passe-t-il? Parce qu'il y a parfois des couples, la mère va leur parler français, le père Magnifique. va leur parler anglais. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces enfants? Magnifique. Je vais vous raconter l'anecdote de Mario. J'aime bien les anecdotes. En fait, un enfant qui va être bilingue, trilingue, comme par exemple les juifs polonais qui avaient le yiddish et le polonais, et le russe. Les gens français, mais qui habitent outre-mer, qui connaissent le créole, quand même, c'est magnifique, qui connaissent le créole, qui connaissent en Asie leur langue qui est dans le pays. Ils développent 2 zones de langue maternelle, 3 zones de langue maternelle. Mais ça veut dire quoi? Au niveau du cerveau, on a une partie du langage qu'on appelle l'aire de Broca, l'aire de Wernicke. Peu importe, mais ce qui est fondamental, c'est l'histoire de Mario. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je paierai un très grand, c'est un nom d'emprunt évidemment, un très 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 grand baryton, basse, mais vraiment basse, de l'Opéra de Paris. Il avait 64-65 ans. Il avait un polype sur la corde vocale, j'ai opéré au laser, et puis il se réveille de son anesthésie. Et il me parle une langue que je comprends pas. Et il va en salle de réanimation, et l'infirmière, je lui dis, il m'a pas fait un AVC là? Je comprends pas ce qu'il fait, j'ai eu peur. Je dis, pas du tout, docteur, il a pas fait un AVC, il parle grec. Je dis, mais non, il parle pas grec, il est pas grec. Puis je lui dis qu'il parle grec. Je dis, comment ça? Il dit, parce que mon père est grec, donc je connais. Je dis, ah bon? Et je vois 8 jours après. Et je lui dis, Mario, vous parlez grec? Il me dit, pas du tout. Je dis, comment vous parlez pas grec? Ben non. Je dis, vous êtes né où? Ben à Salonique. Ah. Et vous êtes venu en France quand? Oh, je me rappelle pas, je vais avoir 4 ans. Mon père a été, hélas, il est mort avec les militaires, à l'époque, en Grèce. Puis ma mère est française, donc je suis venu, puis j'ai parlé que français. Je dis, chantez-moi une chanson en grec. Il dit, ah oui, je connais, comme on dit, une lullaby en grec, et il me chante. Je dis, mais ça vous dit rien? Je dis, oui, c'est vrai que des fois, quand je chante en grec, j'aime bien. Ça me fait plaisir. Et qu'est-ce qui s'était passé? Quand vous vous réveillez d'une anesthésie, quand vous prenez de l'âge, la région qui reste oxygénée très longtemps, ou la première à être oxygénée, c'est la langue maternelle. Jean Abitbol, nous poursuivons sur RCF cette rencontre avec vous autour du thème de la voix et puis aussi de votre expérience de grand chirurgien spécialiste de la voix. On va faire un peu comme dans votre livre, écouter des voix de l'histoire. Parce que vous aimez les voix contemporaines, vous avez soigné des voix de grandes personnalités, on peut en citer quelques-uns, François Mitterrand, Charles Aznavour, Céline Dion. Vous avez un devoir de réserve, alors vous ne pouvez pas nous dire trop de choses sur ces grandes personnalités que vous avez soignées, mais vous n'avez pas soigné, je pense, le général de Gaulle. Non. Alors, mais grâce à l'amiral, son fils, j'ai appris beaucoup sur le général. Il m'a permis d'en parler, sinon je l'aurais pas fait. Dans une lettre qu'il m'a fait remarquable, il appelait pas son père, il appelait le général. Alors je vais vous proposer d'écouter cette voix du général de Gaulle. La voix quand il était un jeune homme encore, le 18 juin 1940. Et vous allez réagir à cette voix. Cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie.
Quand on entend cette voix, et qu'on est, comme vous, Jean Abitbol, un spécialiste de la voix, qu'est-ce qu'on se dit? Comment est-ce Alors, cette voix a été travaillée. Ce ton de voix que vous voyez, les silences mis en place, les ruptures dans sa voix, elle est travaillée. En 1933, 1934, le général de Gaulle, pas encore général, allait écouter Jean Jaurès à Lille, parce qu'il avait une voix de tribun, comme ça. Pas tout à fait la même sensibilité politique que le général de Gaulle. Pas du tout. C'était même à l'opposé, parce que Jaurès voulait 2 ans, le général voulait garder 3 ans, c'était le service militaire de l'époque. Ouais. Et effectivement, il rentrait chez lui, ce que m'a dit l'amiral Philippe de Gaulle, il rentrait les après-midi et il gouaillait, comme il me disait, il forçait sur sa voix pour avoir sa voix de tribun. Il avait compris que le pouvoir d'une voix, c'était le pouvoir d'un politique. Et que sans une belle voix, c'était des voix de tribun, ils n'avaient pas de micro à l'époque, faut pas l'oublier quand même. Et c'est ces voix-là qui pouvaient diriger un régiment, diriger un pays. Et là, on est dans un moment historique. Donc, le général de Gaulle pose sa voix d'une manière particulière pour s'adresser aux Français. Il la pose et il sait parfaitement qu'en ayant cette voix-là, par sa voix, il va réunir une résistance hors du commun. C'est pas une voix, oui, il faut qu'on se défende, vous savez, les Allemands sont arrivés. Pas du tout. Il est autoritaire. Il a une voix qui est l'autoritarisme parce que dans la voix, il y a un code. Et ce qui est remarquable avec le général de Gaulle, c'est qu'il a 4 codes différents en fonction des 4 voix que je décris dans mon livre, qui est la voix effectivement du 10 juin, puis la voix en 44. France libérée, France outragée, c'est pas la même voix. Et alors? Là, il représente la France et la résistance. En 68, il adresse un autre grand discours, le 30 mai 68. On est dans les événements de 68. Oui. Écoutez, comme sa voix est encore différente. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette voix, Jean Abitbol ? C'est un code de « attention, je représente la France, le peuple français, la France. Mais en tant que peuple, je ne représente pas une partie qui était la résistance. Je ne représente pas quelqu'un, le général de Gaulle, qui a libéré, grâce aux résistants avec moi, une partie de toute la population. Mais là, je représente le collectif. Et c'est un code très différent. Mais le fait de dire « je ne me retirerai pas », il insiste sur les pas. Il insiste. Pas, ça veut dire « attention ». Maintenant, mais la force du général, exceptionnelle. Mais son timbre a changé. On a l'impression que son timbre a changé. Il l'a, avec les années, il l'a habillé avec la politique. Il a trouvé le code politique. Mais ce qui est extraordinaire, là, qu'on ne peut pas voir puisqu'on est en radio, c'est qu'il parle à la télévision. On ne voit pas son visage. Donc, il avait fait un discours le 28 mai avec son habit de général, mais très gentil. Il faut arrêter. Puis quand il a vu que ça marchait pas, on a l'image du père, en 68, qu'on respectait incroyablement, un peu plus qu'aujourd'hui, hélas. Incroyable. Il y avait une autorité. Et cette autorité, il a su la faire. La preuve en est, c'est que 2 jours après, c'était fini. Alors, Jean Abitbol, je vous fais écouter maintenant une autre voix, contemporaine à celle du général de Gaulle. C'est celle d'Adolf Hitler au congrès de Nuremberg. Und so erneuern wir denn auch jedes Jahr wieder diesen alten Schwur der gegenseitigen Treue, der Kameradschaft, dieses alte gemeinsame Bekenntnis zu unserer herrlichen Bewegung und damit zu unserem ewigen deutschen Volk. Deutschland, Sieg, Heil! Heil! Je vous sens souffrir en écoutant cette voix, Jean Abitbol. Qui est une voix nauséabonde, hystérique, dominatrice et tueuse. Pourquoi je dis ça ? C'est une voix hystérique parce qu'il monte dans les aigus un peu comme si on voyait les pics d'une montagne.
il est complètement en complète rupture, il n'y a aucun lien, il n'y a pas de velours. Il n'y a pas de lien, le seul lien, c'est la rupture, c'est frapper comme une lame avec sa voix. Sa voix est un tranchant. Et il hypnotise parce qu'il amène la foule. Et là, on est sur un domaine incroyable avec ce personnage. C'est que dans Le Dictateur de Chaplin, quand il imite Hitler, il parle pas allemand, mais il donne les mêmes consonances. Il donne le même rythme. Il a un code qui est un code « tu me suis ou je te tue ». C'est exactement ça. Et là, on a une chose qui est phénoménale pour moi, mais je pense que j'ai raison. Je m'excuse de dire ça, mais je pense que j'ai raison. C'est-à-dire que l'individu dans la foule, on anesthésie sa conscience individuelle. Par le pouvoir de la voix et de la foule. Mais c'est la voix d'Hitler c'est la voix, qui avait mais dans ce ce collectif, charme-là. La foule se comporte comme un adolescent. C'est pas moi, c'est l'autre. Moi, il m'a dit de le faire. Je l'ai fait parce que les autres le font. Donc, je suis pas responsable. Cette irresponsabilité, conduite par une voix comme celle-ci, fait qu'on peut lui faire faire ce qu'on veut. C'est pour ça que vous dites la voix peut être une arme de manipulation massive. Énorme. C'est-à-dire qu'on a anesthésié la conscience individuelle. On a à ce moment-là une foule qui va répondre. Preuve en est, c'est que dans cette foule qui répond, là, c'est pour le mal, mais pour un prêcheur, c'est pour le bien. Elle répond. Et là, on anesthésie la conscience individuelle, mais pour quelque chose de remarquable, parce qu'en sortant de là, on se sent bien, on veut rassembler, mais dans le sens de l'amour. Là, il n'y a pas de spiritualité. On l'a tuée. Elle n'existe plus. C'est pas des voix de prière. C'est des voix d'injonction. C'est des voix, je vous dis que vous allez faire ceci, vous allez faire cela, et chacun se sent missionné. On l'a anesthésié. Il ne sait plus où il en est. Et la foule se sent missionnée pour aller faire ce genre de choses. Quelle est la voie idéale pour gouverner, Jean Abitbol ? Alors, la voie idéale est relativement simple. C'est ça qui est paradoxal. Il faut que, dans le langage d'un politique, les mots qu'il emploie, les autres le comprennent. C'est pas important ce que je dis. Ce qui est important, c'est ce que vous comprenez. Contrairement à des dictateurs. Peu importe qu'on les comprend pas, ils donnent une lignée de rupture avec ce que vous avez pour vous donner soi-disant un rêve. Mais c'est une voie, premier point, qui doit être compréhensible de tous. Deuxième point, dans cette voie, il faut qu'il y ait des silences entre les mots, ce qui n'était pas le cas il y a quelques instants. Ces silences vous permettent d'intégrer ce que l'autre veut dire, d'intégrer sa proposition. Troisième point, dans un voie d'un politique, il y a 3 types de politiques différentes, il y en a certainement plus. Il y a vous appartenez à un parti, donc vous défendez un parti. Vous appartenez à un gouvernement. Donc vous êtes dans la lignée du gouvernement. Et puis enfin, vous appartenez à personne, si je puis dire. Vous êtes le président ou député, vous vous présentez en tant que vous-même, mais on va regarder votre personnalité et votre sincérité. Donc une belle voix, politique ou pas d'ailleurs, comédien, pareil. Il faut qu'elle soit authentique, sincère, et qu'elle ne joue pas à vouloir être ce qu'elle n'est pas. Si on joue à être un comédien ou un chanteur, vous êtes un chanteur très connu. Puis brutalement, pour différentes raisons, vous n'êtes plus lui-même, vous n'êtes plus aimé de la même façon. Des politiques pareils, d'un politique très connu, très aimé. Puis à un moment, il y a un désamour, comme on dit. Ben, il va essayer de ressembler à ce qu'il était. Donc il n'est plus lui-même. Et là, le désamour persiste, voire même on l'a oublié, voire même on va le négliger. Parce qu'il joue à être ce qu'il n'est pas. Une voix qui joue à être ce qu'elle n'est pas, elle meurt. Vous parlez de voix de grands artistes. Il y a une très grande chanteuse dont vous vous êtes occupé, que vous avez soignée, qui s'appelle Céline Dion. Oui. Je vous propose d'écouter un instant sa voix et l'incroyable tessiture de sa voix dans une chanson très célèbre qui s'appelle « Vol ». Vol, vol, petite sœur, vol mon ange, ma douleur, quitte ton corps et nous laisse, qu'enfin ta souffrance cesse, va rejoindre l'autre rive, celle des fleurs et des rives, celle que tu voulais tant, ta vie d'enfant.
Cette voix incroyable de Céline Dion qui nous interprète à l'instant cette si belle chanson qui s'appelle Vol. Jean Abitbol, vous êtes médecin spécialiste de la voix, vous avez soigné Céline Dion pour sa voix, ainsi que bien d'autres chanteurs comme Johnny Hallyday, Charles Aznavour. Une voix pareille, c'est un don du ciel ou c'est le travail? Oui. Alors, c'est une excellente question. C'est un don du ciel, bien sûr. Céline Dion, c'est un don du ciel. C'est un don, bien sûr, mais attention. Attention. Le don est une chose. Mais il faut le cultiver, ce don. Il faut le travailler. Si vous êtes paresseux, ça passera pas. Ah oui, il est doué. Ah ben oui, il est doué. Ben, c'est tout. Mais vous prenez un violoniste, Jacques Stern, vous prenez un pianiste exceptionnel, comme Pascal Moyal, par exemple, qui joue au piano du Chopin magnifiquement bien, qui joue du Beethoven, mais extraordinaire. Il a un don. Mais ce don de ce musicien, ce don de ces chanteurs en question, s'il ne travaille pas le don, ça s'appelle le talent. Le don, oui, le talent est indispensable. Comme Florent Pagny. Il a un don, il chante, il est Caruso. Mais s'il n'a pas le talent pour le faire, il ne peut pas avoir la carrière. Et c'est pas un professionnel. Mais il y a des voix, on le voit très bien, que ce soit au cinéma, une voix de Jean Gabin, bien sûr. Une voix d'André Dussolier, ce sont des voix si caractéristiques. Bien sûr. Elles sont données, ces voix-là. Alors, ces voix-là, pardon, on pourra prendre André Dussolier, que je connais très bien. Gabin, je l'ai pas connu, j'aurais bien, mais il est parti trop tôt. Mais André, que je connais vraiment bien, c'est une voix remarquable. Il a travaillé ou c'est une voix naturelle? Il a un don, parce que c'est une très belle voix, c'est une voix de baryton. Parce que si je vous parle comme ça, c'est pas très agréable. Donc c'est une voix de baryton dans laquelle il y a des graves. Alors, on va juste faire une petite parenthèse. Une voix d'homme, c'est une voix grave? Non. Il faut qu'il y ait des aigus. La voix, c'est un diamant dans les graves. Et l'écrin de ce diamant, c'est les aigus. Car une belle voix, il faut qu'il y ait du relief. Et une belle voix de femme, c'est qu'il y a les aigus, c'est le diamant. Et le relief, c'est l'écrin, que sont les graves. Donc c'est l'association des deux. Et puisqu'on parlait d'André Dussolier, oui, dans Novecento, qui joue remarquablement bien, pas une seconde, on va écouter ce qu'il dit. Mais on va pas dire, oh, il a une belle voix. Il nous transporte avec sa voix, c'est un véhicule émotionnel. Et ce véhicule émotionnel que donne le chanteur, que donne le comédien, que donne Monsieur Dussolier, bien sûr, que ce soit Gérard Darmon, que ce soit d'autres que je connais, donc mais que je ne peux pas vous citer pour différentes raisons, que ce soit des chanteurs, vous parliez de Céline Dion, mais également d'autres chanteurs comme Charles Aznavour, mais des chanteurs que moi je ne connais pas, qui sont des chanteurs d'opéra exceptionnels, ou bien Madame Renée Fleming, que je connais, qui a une voix exceptionnelle. C'est un don, dès l'âge de 24-25 ans, elle chantait. Et puis cette voix devient mûre, et cette voix, à un moment donné, elle est cicatrice de la vie. Et c'est ça qui donne une voix sincère. Les cicatrices de la vie, cela s'entend. Ah oui, regardez la Calas, que j'ai pas connue évidemment. Mais la Calas, elle a perdu 30 kilos en 1954 pour ressembler aux actrices américaines. Cette voix, elle avait une très belle voix avant dans la Norma. Vous l'écoutez en 54, vous l'écoutez en 56, 57. Et sa voix s'arrête en 58. Exactement. Mais entre les deux, c'est une très belle voix, mais c'est pas la même. Vous êtes subjugué en 54, vous êtes touché en 56. Parce que les cicatrices de la voix, après on voit comment elle a chanté, comment cette voix a été le reflet de ses douleurs. Ce qui n'était pas du tout le cas d'ailleurs d'autres chanteuses d'opéra de l'époque qui n'avaient pas ce genre de... Attendez, là, pour l'exemple de la Calas, vous voulez dire qu'il faut un coffre, et quand je dis un coffre, c'est-à-dire tout le corps sur le plan physique. Oui. Elle a malheureusement travaillé son coffre en voulant le limiter, et ça a eu un impact sur sa voix. Alors ça a eu un impact où la voix est très belle, elle est magnifique, mais comme vous disiez, le coffre c'est quoi? C'est une protection par rapport aux autres. Quelqu'un qui a une certaine embonpoint, on dira, eh bien, quelque part il se protège. Au moment où il va faire un régime, où il va devenir mince, sa voix va légèrement changer, plus d'assurance, apparemment. Mais lui, il reste lui-même. On ne change pas. On évolue dans la voix. Et la voix, c'est vraiment le reflet de son état intérieur, de son Alors, état la d'âme. voix, c'est le reflet de son état intérieur. C'est surtout, en fait, beaucoup plus qu'un reflet. C'est la force de votre vie. C'est une force incroyable. Une voix est une arme.
d'attaque, une arme de défense. C'est un bouclier. Mais une voix, si on prend les jurés, c'est l'intime conviction que vous allez entendre la voix d'un accusé qui va faire que vous allez l'innocenter ou pas. C'est pas l'épreuve, puisqu'on vous demande, ne tenez pas compte quand vous êtes au juré d'assises. C'est terrible ce que vous dites là. Ça veut dire que des jurés vont se laisser peut-être manipuler par la beauté de la voix de l'avocat ou par la beauté de la voix de la personne qui est en procès et qui va savoir les subjuguer par sa voix, Tout par à exemple. fait. Mais c'est à ce moment-là, il faut savoir discerner la voix qui joue à être innocent ou la voix qui est sincère. Et on a l'exemple que je mets dans le livre, que vous avez vu, de la fraude au président avec Le Drian. C'est-à-dire qu'il a joué à être quelqu'un d'autre. Mais on l'a dépisté, mais il a fallu pas mal de temps. Et il a fallu des éléments scientifiques. Mais dans un jury, on n'a pas ça. Et moi, j'ai la chance de soigner pas mal d'avocats et d'avocates en cour d'assises, c'est-à-dire pas la peine de mort, mais peine à perpétuité. Eh bien, l'explication que j'ai toujours, la voix de l'accusé, elle est sincère. Mais là, à ce moment-là, il va dire qu'il est innocent, mais ça va pas passer. Et c'est à ce moment-là où je vais décider de certaines choses. Donc oui, la voix, dans l'intime conviction, c'est la voix avec soi-même et celle qu'on entend. Jean Abitbol, je voudrais revenir un instant sur les voix de grandes chanteuses. Oui. Ce qui m'a frappé en regardant la vie de la Calas, de Céline Dion, de la grande chanteuse Adèle, contemporaine, à un moment dans leur vie, elles ont perdu leur voix. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Sans entrer dans l'intimité de leur vie, mais j'ai trouvé ça incroyable. Ces femmes dont la voix est tellement fondamentale pour leur existence, elles perdent la voix. Ces 3 grandes chanteuses. Ça arrive chez beaucoup plus que 3. Mais celle-ci, dans mon expérience. Mais celle qu'on connaît. Pourquoi? Ce n'est qu'une explication très personnelle, donc qu'on m'en veut pas dans ce que je vais dire. C'est qu'à un moment donné, et c'est terrible ce que je vais vous dire, je l'ai vécu, donc je peux en parler. J'aurais pas de nom, parce que je n'aime pas ça. Bien qu'on m'a autorisé à en dire, il n'en est même pas question. À un moment donné, quand vous chantez à ce niveau international, cette beauté que les autres vous admirent, vous adulent, prennent vos chansons avec vous, vous déchirent votre chemise ou votre robe, l'impresario, le producteur, il va dire, bon, il faut que tu chantes demain. Puis il faut que tu chantes dans 8 jours. Puis à un moment donné, ces artistes deviennent un produit voix. Et il y a une rupture entre le produit voix et la sincérité que je dois donner. Si je m'appelle Salvador Dali, Picasso, et qu'on me dit, voilà, vous faites ce tableau, il est très beau, puis ce soir je veux ce tableau, puis après-demain je veux celui-là. Je dis, attends. Et c'est là où on voit les faux Picasso, entre guillemets, ou les faux Dali, où il a fait 10 trucs pour faire plaisir, qui valent rien, qui coûtent 3 000, 4 000 euros. Puis à un moment donné, il a fait une œuvre. Si on prend Hartung, si on prend Mathieu, par exemple, eh bien, c'est une œuvre qui coûte une fortune, c'est pas un hasard. Eh bien, la belle voix, c'est pas un produit. Et ces ruptures dont vous parlez, c'est que ces chanteuses disent « j'en ai marre d'être une voix-objet », c'est ça? Elles le diront jamais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et votre rôle, à ce moment-là, c'est pas simplement de soigner leur corde vocale, c'est de dire à l'impresario « il est là ?» Non? Alors, dites-moi bien sûr, sincèrement. Mais je vais aller plus loin dans votre question, si vous permettez. Un médecin n'est pas là pour soigner une maladie. Il est là pour soigner un malade. S'il n'a pas compris ça, il faut qu'il change. On ne soigne pas une maladie. Évidemment qu'on la soigne. Évidemment, quand il y a une angine, je vais la soigner. Évidemment que quand quelqu'un vient me voir parce que il a cassé sa voix, je vais le soigner. Il a une sinusite, il a une migraine, bien sûr. Mais il faut aller en amont. Pourquoi il m'a cassé sa voix? Pourquoi il m'a fait un polype? Mais c'est pas ça que je vais commencer. Je dis, bon, il y a combien de temps? Oh, docteur, ça fait 3 mois. Et alors? Oh, rien, c'est arrivé comme ça. Faut pas écouter le comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et là, c'est la même chose. Effectivement, c'est à l'impresario que je parle. Et à ce moment-là, je le prends, et je lui dis, venez. Et ça m'est arrivé, je sais pas, moi, une 20aine de fois. Vous voulez qu'elle continue? Alors la phrase va être terrible, parce que je dis, parce que c'est très marrant, mais c'est pas grave. Parce que j'ai la chance de pouvoir avoir le temps de parler. Il me dit, oui. Il dit, vous avez beaucoup d'argent en banque? Oui, très bien. Vous voulez qu'elle chante encore? Oui, très bien. Alors si vous ne lui donnerez pas d'arrêter pendant 15 jours, considérez qu'elle ne chantera plus jamais. Vous en avez fait un produit, donc vous l'avez tuée. Je dis, comment on dit? Oui, elle est morte. Un artiste
c'est pas un produit. C'est comme on croit ou on ne croit pas. Pas forcer quelqu'un à aimer. Je ne vais pas forcer quelqu'un à croire. Eh ben, je peux pas forcer quelqu'un à être un artiste. Faut lui laisser revenir à des sources spirituelles, et j'y reviens, à ces sources de vibrations intérieures qui ne s'achètent pas et qui ne se vendent pas. Quand je fais mon métier, j'attends pas de retour. Sinon, c'est pas un métier que je fais. C'est autre chose. Je suis un businessman. Mais moi, c'est pas mon métier. Pour moi, c'est une passion. C'est pas la même chose. Eh bien, l'artiste est passionné. Et on ne vend pas de l'artiste. Et c'est ça qui s'est passé dans l'exemple que vous avez donné. Jean Abitbol, ça vous est arrivé dans votre vie de médecin d'accueillir un comédien ou un chanteur à qui vous devez annoncer qu'il a un cancer des cordes vocales? Bien sûr. Comment vous vivez ce moment-là, vous personnellement d'abord? Alors, d'abord, j'absorbe le choc, mais je lui montre pas. Je lui dis, oh là là, c'est terrible ce qui vous arrive, oh là là, il y a un cancer, oh là là, mais c'est horrible. Bah non. Vous dites bah non. Comme ça, ouais. Bien sûr que non. Et je vais vous dire une chose simple. D'ailleurs, dans le livre, je parle évidemment, c'est des noms d'emprunt, d'un comédien qui a eu un cancer de la corde vocale gauche, je me rappelle encore. Parce que, incroyable. Pour ceux qui ne le savent pas, on n'a que deux cordes vocales. On n'a que deux cordes vocales, voilà. Bah, les poumons, ça respirer donne la puissance de la voix, c'est le souffle. On parle en soufflant, pas en inspirant. Les cordes vocales vibrent, elles transforment cette énergie entre guillemets du souffle en énergie vibratoire, puis les caisses de résonance au-dessus. Si je vous parle en passant mon nez, ma voix est la même, soi-disant non, parce que c'est le nez. Bref. Donc voilà. Donc il a un cancer sur une corde vocale. Et là, c'est là où je vais vous dire une chose. On va me dire il a 2% de chance de s'en sortir. Et je dis toujours ça. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il a 2% de chance? S'il est dans les 2%, c'est pas son problème qu'il y en a 90% qui marchent pas. C'est pas son histoire. Lui, ce qu'il veut, c'est être guéri. J'ai vécu dans ma vie personnelle, pour des gens très proches de moi, on m'a dit, il y a 1% de s'en sortir. J'ai dit, on les prend et il va guérir. Et il a guéri. Dans 2 cas extrêmement personnels de ma famille. Ils ont guéri. Donc, c'est une chance sur 2. Maintenant, quand on me dit, j'ai 99 chances de guérir et je fais partie de cela, c'est sincèrement plus qu'une chance sur 2. Là, parce que les statistiques sont habituelles, parce qu'on ne dit jamais 100% en médecine. Ça n'existe pas. Et ce comédien, à qui j'ai dû dire, voilà, il y a un cancer de la corde vocale, vous savez, un bon chirurgien, c'est quelqu'un qui connaît ses limites. Et là, il fallait faire une grosse chirurgie. Importante, c'est-à-dire qu'il fallait faire ce qu'on appelle une chirurgie et faire une greffe en même temps de peau, parce qu'on était obligé d'enlever certaines choses. Peu importe, j'en parle dans les détails. Donc il allait perdre complètement sa voix. Il perdait sa voix, et j'envoie un confrère. Un collègue hospitalier, qui avait 3 semaines d'hospitalisation. À l'époque, je travaillais également à Villejuif, d'ailleurs. J'ai un collègue qui opérait remarquablement bien. Il lui dit, voilà, vous avez un cancer. Il avait 42 ans ou 41 ans. Très bien, monsieur, vous êtes comédien. Oui, faut changer de métier. Ah bon? Ben oui. Je vous enlève votre larynx, vous avez plus de voix, c'est fini. Il dit, bon, très bien, combien je vous dois? Tant, ok, il est parti. Il m'appelle, il était au bord de la Seine. Il s'assoit. Il me dit, allô, docteur? Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, je vais me jeter dans la Seine. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, voilà, il m'a dit que de toute façon, j'en ai moins. Alors, ma voix, c'est ma vie. Quoi? Pour un comédien, oui. C'est pas que mon métier, c'est ma vie. Donc, elle a plus raison d'être. J'écoute. Et là, j'ai tout au téléphone. Écoute, tu montes à la maison, voilà mon adresse, tu montes, on prend un café. Ah non, docteur, je dis, tu montes, on prend un café. Il était 9h du soir. Il monte, on discute à 11h du soir. Je dis, écoute, on va trouver une solution.
Je l'opère au laser. J'enlève pas toute la tumeur. Je le savais. Et on fait radiothérapie, on fait des rayons, et chimiothérapie. Mais il fallait déjà enlever une partie, tout simplement pour un diagnostic. Moi, j'avais fait un diagnostic de visu, mais pas de biopsie. Donc j'ai fait un diagnostic en enlevant une partie. Et il me dit, bon, et si je fais ça, ça va être quoi? Ben, je dis, tu vas avoir la voix de François Mauriac. Et il m'a appelé il y a 3 ans. Qui avait une voix comme je suis en train de faire maintenant, parce qu'il était obligé, et on lui avait enlevé la moitié du larynx pour une tuberculose. Il faut le savoir, quand même. Il me dit, ça me dérange pas. Et il m'a appelé il y a 3-4 ans, il a joué le rôle de François Mauriac. Jean Abitbol, vous m'avez parlé il y a un instant de Peter Brook. Oui. Et vous écrivez dans votre livre, Peter Brook, alors un grand metteur en scène, qui a mis en scène le Mahabharata, enfin Monsieur Shakespeare, un grand spécialiste de Shakespeare. Vous dites, Peter Brook m'a appris à regarder la voix de mes patients. Oui. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah ben, je vais vous dire. Regarder la voix de mes patients. Je t'explique dans le livre, mais là, j'ai la chance de vous dire verbalement, donc ça va être un peu plus imagé, parce que dans le livre, il n'y a pas d'image. En fait, Peter Brook, j'ai rencontré dans les années 90-91. C'était devenu plus qu'une relation, pas un ami, parce qu'on en a que 3 ou 4, mais entre les deux. Une excellente amitié s'était inscrite, puisque j'ai été plusieurs fois chez lui, et que je m'occupe encore des gens qui sont autour de lui. Et Peter Brook me dit, voilà, avec son accent anglais, il va falloir que je fasse un casting avec 3 personnes, parce que, vous comprenez, docteur, là. Je dis, vous permettez que j'aille assister? Ah non! Je dis, pourquoi non? Jamais on assiste au casting. Et il m'a fallu 6 mois de le travailler pour être au Bouffe du Nord, là-bas, dans cette et puis salle, vous mettre au fond. Au fond, planqué, qui me voit pas. Il m'a dit, ça va être très dur de vous de ne pas parler, mais vous ne parlez pas. Je dis, vous inquiétez pas, Peter, je parlerai pas. Sans quoi il avait pas tort. Parce que j'arrête pas de parler. Il avait pas tort du tout. Ça, c'est les gens du Sud. Et donc, je m'assois. Et à ce moment-là, je vois 3 comédiennes qui arrivent entre 25 et 30 ans. Il dit, voilà, avec son accent, bien sûr, je vais le faire un peu. Voilà, vous venez d'arriver, je fais une pièce qui s'appelle The Magic Flute, la flûte enchantée en français. J'ai besoin de quelqu'un. Vous venez de perdre votre mère hier soir, à minuit. Il est 3 heures, vous me dites ce que vous ressentez. Je dis, c'est dingue, qu'est-ce qu'il leur demande là? Et vous avez 1 minute pour le faire. La première arrive, hystérique. Oui, j'ai perdu ma mère, c'est horrible, qu'est-ce qui va se passer? Et puis maintenant, avec mes frères et sœurs. Très bien. Deuxième arrive, j'oublie un élément. Au centre de la scène, il y a une chaise. Il n'y a rien d'autre. Un projecteur et une écharpe. Posée sur la chaise. La première tourne autour de la chaise. La deuxième arrive. Maman, c'est pas possible. Comment on va faire pour l'héritage? Tu m'as même pas dit où c'était tous les papiers. C'est pas. Et elle tourne autour de la chaise. La troisième arrive. Elle tape du pied. Elle s'assoit sur la chaise. Elle prend le foulard qu'elle met autour d'elle. Elle pointe le doigt vers le plafond du théâtre et elle dit, Maman, il y a tellement de choses que je voulais te dire. C'est tout. Et en voyant ce corps, ce body language, animer la voix, qui de la voix ou du langage du corps, comme on dit, m'a impressionné, les deux. Et le regard de la voix, c'est la vraie sincérité. Quand vous avez quelqu'un devant vous, et c'est ce que je vous ai dit au départ, la voix, bien évidemment, elle vous révèle, mais le regard l'écoute. Car à ce moment-là, vous avez les deux, et s'ils sont en harmonie, c'est que c'est bon. Mais vous dites, c'est dans le silence que l'on peut accueillir notre voix intérieure. Tout à fait. Parce que vous qui parlez beaucoup, docteur Abitbol, vous savez l'importance du silence pour écouter cette voix intérieure. Énorme. Et ça m'a frappé dans votre livre. Vous parlez beaucoup de cette voix intérieure. Alors, quelle est-elle, cette voix dans les voix de intérieure notre vie que nous avons, quand on a une voix intérieure, on entend les voix des autres. Lui, il m'a dit ça. Et puis moi, je lui ai répondu. Mais j'aurais dû lui dire. Et puis je lui ai pas dit. Et puis il m'a dit ça. Puis à un moment donné, vous avez vu les plus belles prières. C'est les prières que vous faites en silence avec vous-même. Mais des fois, c'est tellement fort
que vous vous parlez à vous-même quand vous avez envie. Oui, il faudra que je lui dise ça, mais à voix haute, quoi. Parce que vous voulez vous entendre, parce que la voix intérieure, vous ne l'entendez que vous-même. Mais lorsque vous parlez, vous entendez par le circuit qui part de vos lèvres à l'oreille, et puis par la vibration de vous-même. Et vous associez les deux. S'il faut que ça vous persuade, la voix intérieure, c'est ce qui vous permet de combattre des choses qui ne vous plaisent pas, mais surtout d'éviter le trop-plein. Oui, alors, Jean Abitbol, comment faire la part des choses entre ce que Serge Marquis, ce psychologue canadien, appelle pensouillard le hamster? Vous savez, ces pensées qui sont là, qui tournent sans arrêt, et puis cette voix intérieure profonde que vous dites vous-même qu'il faut écouter, parce qu'elle est notre intuition profonde, et c'est toujours elle qui nous guide bien. Tout à fait. C'est-à-dire que dans votre voix intérieure, et j'allais venir justement, c'est que dans votre voix intérieure, elle va vous permettre de vous équilibrer. Puis à un moment donné, tout le monde, vous, moi, tout le monde, vous voyez quelqu'un, vous dites, la première intuition, ah, il est bien. Et puis vous l'habillez avec la politesse. Et vous oubliez votre première intuition. Mais c'est elle qui est vraie. Parce que heureusement, dans 2-3% des cas, on se trompe, heureusement. Mais dans la majorité des cas, vous dites, bah, je le savais. Et je vais vous dire une chose incroyable, mais simple. Quand j'ai un patient que je dois opérer, j'examine, et comme on dit, je le sens, j'ai cette intuition. Ça va bien marcher. Puis quand je me dis non, il y a un truc qui colle pas, mais il dit, je vous en prie docteur, opérez-moi. C'était encore il y a 10 ans. Je faisais ça. Bon d'accord, le résultat n'était pas ce que je voulais. Donc à ce moment-là, j'ai dit au patient, je suis pas compétent, faut voir un tel. Parce que je suis pas l'homme il va traiter techniquement. Et ça, vous le ressentez. Donc c'est votre voix intérieure qui me dit, attends, là, tu le sens pas. Oui, c'est facile à faire, mais c'est pas que ce soit facile à faire. Il faut le guérir. C'est pas la même chose. Et le guérir, c'est avoir cette espèce d'harmonie entre vous et le patient. Ce matin, j'ai opéré, si vous voulez, et les patients, le grand sourire, ça se passe tranquille, mais quand c'est des patients que vous ne sentez pas, c'est très dur. À moins que, effectivement, vous compreniez le déséquilibre de ce patient, de cette patiente, que d'abord vous traitez le côté émotionnel, et à ce moment-là, quand vous avez passé cette barrière, là c'est magnifique, il n'y a plus de problème. Donc vous écoutez toujours cette voix intérieure. Tout le temps. Alors, je me suis demandé, puisqu'on parlait... Il y a une autre histoire, même chose que cela, qui est dans le livre d'ailleurs. Et on m'a imposé de l'écrire, je ne voulais pas. Et Grasset, la personne qui Grasset m'a dit, écoutez, dans les voies de votre vie, il faut raconter cette histoire, monsieur Abitbol. Je dis, non, je vais le raconter comme ça. Il me dit, non, racontez-la. C'est très technique. J'opère un patient. La cinquantaine, très connu, politiquement. En Espagne. Très connu. Bien. Je suis en train d'opérer, j'enlève un polype. Très simple, au laser. Et puis, en plein milieu d'intervention, j'accélère mon geste, je dis à mon anesthésiste, tu le réveilles. Je dis, tu le réveilles, on a un problème. Il n'y avait rien. Le cœur battait normalement, la respiration était normale, il n'y avait pas de problème. Et pourquoi tu le réveilles? Je dis, tu me mets tout de suite l'antidote. Et quand je dis des choses au bloc opératoire, on ne me contredit pas. Il injecte l'antidote. Et mon anesthésiste ne dit rien, il me dit, écoute, je t'écoute. Je dis, tu m'écoutes. Le cœur, 70, 60, 50, 40, 35, 30. L'antidote commençait à agir, 25, 30, 70 et il remonte. Et il me dit, mais si je n'avais pas fait l'antidote, il faisait un arrêt cardiaque. Je dis oui. Comment tu as ça? Je dis, j'en sais rien. J'ai une intuition. Et il me dit, mais c'est toi qui es croyant, c'est là-haut. Je dis, d'accord, j'ai une intuition, oui, mais il faut que j'explique. J'ai mis 1 mois pour le comprendre. Toutes mes interventions sont en vidéo. J'ai pris son intervention et une intervention exactement pareille, parce que j'ai opéré énormément, plusieurs milliers de patients, je peux dire. Peu importe combien. Et j'ai regardé. Et à un moment donné, le patient où j'ai dit de réveiller, la couleur de la corde vocale, lui, alors c'est dingue, oui, c'est dingue, elle était celle cadavérique. Elle n'était plus brillante. Mais à ce moment-là, il y a un élément qui s'est réveillé en moi dans la couleur. Et c'est l'intuition habillée par l'expérience. Vous dites, Jean Abitbol, dans votre livre, qu'il est important d'enregistrer les voix de nos parents, de nos grands-parents. Oui. J'ai bien aimé ce passage. Ah oui.
Ah oui. On est quasiment à la fin de cet justement. entretien. Oui, parce que c'est le dernier Dites-nous chapitre, pourquoi c'est la voix des, ce que j'appelle ça ouais. les voix des disparus. L'effet de la voix des disparus sur c'est nous. les voix des disparus. Et là, c'est le plus beau chapitre que j'ai écrit entre 11h du soir et 4h du matin. Qui faisait 35 pages, j'en ai fait 11. Pourquoi ? La voix des disparus, c'est la voix, quand vous l'entendez, c'est quelque chose de quelqu'un que vous aimez qui reste avec vous-même. Et quand elle a été enregistrée, vous avez une photo, bien sûr que vous la regardez. Mais quand vous écoutez la voix, c'est une machine à transporter le temps. Alors pourquoi est-ce que c'est plus puissant Parce que la photo vibration fait appel à ce qu'on appelle les neurones miroirs dans votre cerveau. Je l'ai effacé du livre, parce que je ne voulais pas que ce soit scientifique du tout. Mais les neurones miroirs vous font revivre cette vibration et les images reviennent dans votre tête par la vibration au niveau du lobe occipital et du lobe temporal. Et ça, on le sait par l'IRM. C'est pour ça qu'on a plus d'émotions. On a beaucoup plus d'émotions quand on écoute une voix de gens. Et je dis dans le livre, enregistrez la voix de gens que vous aimez. Et dans le film de Claude Lanzmann sur la Shoah, il ne montre pas comme nuit et brouillard des paysages affreux. Il fait parler les victimes et ça nous touche parce qu'on se projette sur l'autre. Vous dites, et vraiment vous nous encouragez à le faire, il ne faut pas oublier de faire ça, parce qu'on croit toujours qu'on a le temps, enregistrer vraiment. Les voix de gens qu'on aime. Mais également, beaucoup plus que cela. C'est enregistrer des voix de gens qu'on aime, c'est la transmission. Thème qui vous est cher, très cher. Très cher. Vous dédiez ce livre à vos enfants, vos petits-enfants. Exactement. C'est fondamental, la transmission. Et le dernier mot de mon livre, c'est la transmission. La transmission, c'est quoi ? Et j'aimerais insister là-dessus. C'est les racines de votre vie que vous allez transmettre, parce que si un arbre, j'enlève ses racines, les feuilles meurent. Mais l'arbre en question, si vous n'enlevez pas ses racines, il va planter d'autres choses. Il va faire évoluer. Et la transmission, c'est la force ultime de la voix et de la spiritualité. Merci beaucoup, docteur Jean Abitbol. J'étais ravi de vous rencontrer, de vous lire aussi. Je renvoie à ce livre que vous venez de publier chez Grasset, Les voix de notre vie. Et vous écrivez à la fin de l'ouvrage, notre voix est un trésor dont nous oublions parfois l'inestimable valeur tant nous sommes habitués à elle. Ne soyons jamais habitués à notre voix qui est l'outil merveilleux. Merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.